La palme de la mauvaise foi, c'était ce week-end sur Radio J. Est-ce que c'est vrai que vous considérez que c'est Jean-Luc Mélenchon qui est derrière ces accusations contre vous de Mediapart? Est-ce que c'est vrai? Non mais j'en sais strictement rien. Ce que je sais, c'est qu'Edoui Plenel a appelé à voter pour Mélenchon, que c'est le directeur du journal qui a fait cette enquête sur mon dos. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Je savais bien. Donc vous faites un rapprochement entre les deux. Je savais bien que, en me présentant à cette élection présidentielle, je savais bien qu'en suscitant une certaine sympathie et même une dynamique autour de la campagne que je porte, qu'il y aurait une partie de balle-trappe qui serait ouverte, les coups tombent, je m'y attendais, je m'y suis préparé, et rien, mais je vous le dis, rien ne me détournera de cette campagne d'élection présidentielle et des élections législatives qui suivront. Je dirais même que tout cela, non seulement me renforce, mais nous renforce collectivement. J'ai bien entendu ce que vous avez dit, partie de balle-trappe présidentielle, Plenel proche de Mélenchon, la partie de balle-trappe, elle vient de chez eux. Non, moi je dis, pas du tout, je ne dis pas ça, moi. Les Français jugeront eux-mêmes. Salut Fabrice. Salut Martine. Tu co-animes le pôle enquête de Mediapart. Beaucoup de choses dans cette minute d'interview du candidat communiste à la présidentielle, Fabien Roussel, dont Mediapart a révélé qu'il avait été rémunéré comme assistant parlementaire de 2009 à 2014, alors qu'il travaillait en réalité pour le Parti communiste. On va revenir sur ces propos, mais d'abord en quelques mots, les points forts de ces révélations de Mediapart. Oui, c'est une enquête, faut bien le dire, absolument formidable de Pascal Pascariello et Antoine Rouget, qui ont collecté de très nombreux documents et témoignages qui montraient que, alors qu'il était rémunéré sur fonds publics, donc l'argent des contribuables, pour un emploi à l'Assemblée nationale comme assistant parlementaire d'un député communiste du Nord, Jean-Jacques Candelier, en réalité, Fabien Roussel n'était jamais vu dans des œuvres parlementaires ou à l'Assemblée nationale, mais travaillait en même temps à temps plein au Parti communiste français. Ce sont des affaires de mélange des genres qui sont documentées par la justice pour d'autres partis politiques, le MoDem, le Front National, et c'est exactement ce qui a été mis au jour par l'enquête de Mediapart, y compris avec un document sonore du député employeur de Fabien Roussel, Monsieur Candelier, qui lui-même reconnaissait que la situation posait de gros problèmes. Alors, revenons sur les propos de Fabien Roussel qui mettent clairement en cause notre travail. Donc, une petite mise au point s'impose. D'abord, est-ce que Edoui a appelé à voter Mélenchon comme le dit Fabien Roussel? Alors, il y a beaucoup de choses parfaitement farfelues et inexactes dans ce qu'on vient de voir et ce qui a été dit dimanche. La première, c'est que Edoui Plenel n'a jamais appelé à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Il a seulement fait un tweet, comme il en fait beaucoup. Edoui vantant l'espèce de cohérence qu'on pouvait voir dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon. C'est exactement ce que, par exemple, un éditorialiste politique bien connu, Thomas Legrand, a dit ce matin sur France Inter. Il n'est pas réputé pour être un journaliste insoumis. Plus globalement, Mediapart n'appelle jamais à voter pour quiconque, a fortiori avant le premier tour. Il a pu arriver dans l'histoire du journal qu'on appelle à voter contre l'extrême droite. C'est pas non plus Edoui qui a commandé cette enquête. Non, Edoui, il est directeur de la publication du journal et président de la société. Directeur de la publication, ça veut dire qu'il est notamment responsable pénalement de tout ce qu'on écrit devant les tribunaux. Et si d'ailleurs Fabien Roussel peut nous poursuivre, et c'est son droit en diffamation, le premier qui sera poursuivi, c'est Edoui Plenel. Je dois dire qu'il n'y a absolument aucune plainte en diffamation, mais il n'est pas directeur éditorial. Mediapart a deux directeurs et directrices éditoriaux, Stéphane Aliès et Karine Fouteau. Et Edoui n'a été prévenu qu'avant la publication, mais pas du tout au début de l'enquête, de l'existence de nos recherches. Il n'est en rien derrière tout ça. Est-ce qu'on est pro-Mélenchon à Mediapart? Mais ça me fait sourire parce que c'est toujours la même chose depuis bientôt 15 ans qu'on existe. À chaque fois qu'on sort une affaire, il y a une sorte de colère toxique, partisane, militante qui se déverse comme ça dans les commentaires et les réseaux sociaux de gens qui ne peuvent pas comprendre ce qu'est l'indépendance d'un journal et son fil, sa boussole qui est de publier des informations vraies et d'intérêt public. Nous ne sommes pas plus pro-Mélenchon que nous serions anti je ne sais quoi, nous sommes journalistes. Et concernant Jean-Luc Mélenchon, nous avons publié beaucoup d'enquêtes, d'initiatives avant même que la justice s'intéresse à certaines pratiques depuis un certain nombre d'années. Antoine Rouget, d'ailleurs, le même co-auteur de l'enquête sur Fabien Roussel, dont tout ça n'a absolument aucun sens. D'ailleurs, on est tellement pro-Mélenchon que lorsque ces enquêtes ont été publiées sur Mediapart, Jean-Luc Mélenchon avait réagi, on était en 2018,
Je le cite, « Plenel, quel naufrage du trotskisme à ce niveau de caniveau après avoir dirigé le monde. Je laisse les gens vous dire ce qu'ils en pensent. À ce niveau d'agression et d'ignominie, il n'y a plus besoin d'argumentation. » Effectivement, à ce niveau-là, il n'y a pas besoin d'argumentation. La démonstration est parfaite de la proximité entre les deux hommes. Exactement. On nous reproche aussi d'être macroniste, faudrait savoir. Mais oui, mais on est toujours l'ennemi du camp d'en face. C'est si vrai sur Emmanuel Macron que Mediapart a publié récemment avec la revue dessinée une bande dessinée qui reprend 5 ans de nos révélations embarrassantes sur le quinquennat Macron, que ce soit l'affaire Benalla, l'affaire Dupond-Moretti, l'affaire Alexis Kohler, l'affaire de Rugy et bien d'autres. Donc tout ça n'a aucun sens. Mediapart ne fait que son métier de journaliste d'informer et encore d'informer, quitte à bousculer certaines convictions. Alors justement, rappelons la méthode, pourquoi on enquête à ce moment-là, comment ça se passe? Oui, il n'en demeure pas moins qu'il peut y avoir des questions légitimes qui se posent de la part de gens qui ne savent pas comment ça fonctionne et pourquoi on sort une enquête à tel ou tel moment. Alors, depuis qu'on existe, on a toujours enquêté sur tous les partis politiques, mais pendant une campagne électorale, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on a un candidat, par exemple, comme Fabien Roussel, qui construit tout son message public autour de la valeur travail et du respect de la probité, eh ben, y compris dans ses entourages, il y a des gens qui disent, en fait, c'est pas possible d'entendre ça quand on sait ce qui s'est passé. Et c'est comme ça qu'il y a un petit fil qui dépasse de la pelote de laine, qu'on est alerté, qu'on dévide un peu la pelote et qu'on découvre des témoignages et des documents qui nous permettent de soutenir l'enquête qui a été publiée par Antoine et Pascal. Et enquête journalistique qui a conduit à l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet national financier. Absolument, exactement d'ailleurs comme ça s'était passé pour nos révélations sur la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon ou dans plein d'autres histoires. Et le parquet national financier qui a ouvert une enquête pour détournement de fonds publics n'est pas réputé être une section de la France Insoumise ou une antenne de Mediapart. Fabien Roussel donc est présumé innocent et à notre connaissance donc ces révélations ne souffrent d'aucune plainte pour diffamation. Je vous invite à lire les enquêtes de Mediapart sur Fabien Roussel. Merci Fabrice. Merci Valentin. L'un des sujets incontournables de cette campagne, la guerre en Ukraine. Mathilde. La guerre en Ukraine et d'abord les conditions du débat sur la guerre en Ukraine, puisque ce soir sur TF1, il y a une émission qui est consacrée à cette question de la guerre en Ukraine. Ça s'appelle La France face à la guerre. Et seuls 8 des 12 candidates et candidats à la présidentielle ont été invités. Vous n'en faites pas partie, comme Philippe Poutou, comme Jean Lassalle, comme Nicolas Dupont-Aignan. Le choix a été fait selon TF1 sur des règles d'équité du CSA. Est-ce que vous considérez que cette décision est injuste ? Je pense qu'elle prouve que cette campagne électorale n'est absolument pas démocratique, il n'y a absolument pas le pluralisme. La réalité, c'est qu'elle a d'abord commencé il y a 6 mois, cette campagne électorale, cette campagne présidentielle. Les entre guillemets, grands candidats ont eu droit à des heures et à des heures d'émissions télévisées aux meilleures heures. Et en fait, il y a une égalité du temps de parole les 15 derniers jours. Les 15 derniers jours. C'est autant dire que la campagne est terminée les 15 derniers jours. Voilà, donc effectivement, moi je pense que c'est une mascarade. Je pense que, alors ça me fait toujours sourire, l'équité, parce que alors ça fait très scientifique, mais en réalité... l'équité, ça veut dire que moi, j'ai droit à 8 minutes à 6h30 du matin ou à 8h le dimanche matin. Voilà. Et vous mettez TF1 dit par exemple que des reportages vous seront consacrés, notamment dans le 20h, dans les jours qui viennent. Et est-ce que vous considérez que ça, c'est des engagements qui sont factices? Et par ailleurs, est-ce que vous mettez tout le monde dans le même sac sur ce manque d'équité ou d'égalité selon le terme? Ah oui, alors là, je mets tout le monde dans le même sac. Mais alors vraiment, tout le monde. Tout le monde, ça c'est clair. Mais est-ce que des engagements ont été pris par TF1 pour un reportage dans le 20h qui est regardé par plusieurs millions de personnes? Mais ça n'a rien à voir. Un reportage sur lutte ouvrière, insistant sur quoi? Sur ma campagne, insistant sur quoi? C'est eux qui auront la parole dans ce reportage, c'est eux qui vont le monter, c'est eux qui vont décider des images. Donc évidemment, ce sera leur reportage. Ça ne sera pas Nathalie Arthaud qui défendra sa politique. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout l'équivalent. Enfin bon... Personne ne peut être dupe, je pense. Alors, Nathalie Arthaud, ce week-end sur France Info, on continue à parler de la guerre en Ukraine et de rentrer dans le vif de ce sujet. Sur France Info, vous avez qualifié cette guerre de guerre entre brigands, entre Poutine et le camp impérialiste. Vous ne vous rangez ni dans un camp ni dans un autre, avez-vous dit. Si vous dites que Vladimir Poutine est l'agresseur, et ça vous l'avez déjà dit, j'ai écouté vos interviews de ces derniers jours, alors pourquoi renvoyer les deux camps dos à dos comme s'ils avaient in fine exactement la même responsabilité? Est-ce que c'est ce que vous pensez?
Vous savez, si on réfléchit à la Première Guerre mondiale, est-ce que ça a du sens de dire que l'Allemagne était l'agresseur ou du côté allemand que la France était l'agresseur? Est-ce que ça a du sens? On sait très bien que cette Première Guerre mondiale, elle était en germe, elle était en gestation, elle a d'ailleurs failli démarrer au travers d'autres affrontements, parce que c'était une guerre de rivalité, c'était une guerre pour repartager les colonies, et c'était donc un conflit qui existait entre les puissances impérialistes en développement d'Europe. Donc, mais là, il y a bien un agresseur là. Mais il y a toujours celui qui va faire le dernier pas pour déclencher les hostilités. Encore que, y compris ces hostilités, est-ce qu'elles n'ont pas été déclenchées finalement en 2014 en 2014, parce que c'est le début. Pourquoi en 2014 Parce que c'est le début de la guerre dans le Donbass. En 2014, c'était à nouveau à l'initiative des Russes. Voilà. Déjà à l'initiative des Russes. Ouais, déjà, mais à l'initiative des Russes, mais en même temps, vous le savez comme moi, répondant aussi à une volonté expansionniste de la part de l'OTAN. Vous l'avez dit, ça, vous considérez que l'OTAN a lancé les hostilités d'une certaine manière? De toute façon, très très clairement, il y a eu une avancée de l'OTAN vers les frontières de la Russie, avec d'ailleurs la multiplication des bases militaires. On a vu, j'ai vu un reportage hier, y compris de soldats américains qui entraînaient les Ukrainiens sur le sol ukrainien. En réalité. Voyez, la France a vendu des armes à la Russie jusqu'en 2020. C'est ce qu'on on vient d'apprendre. On vient d'apprendre aujourd'hui. Alors c'est encore un autre problème. Oui, mais je veux dire, voilà. Mais attendez, restons sur moi juste ma démonstration. Ouais. Ma démonstration, c'est qu'en effet, il y a eu cette volonté, finalement, de ceinturer la Russie. Et je suis convaincue que si la Russie avait installé des bases militaires au Mexique à la frontière donc des États-Unis ou au Canada à la frontière des États-Unis, je pense que le président américain l'aurait vécu comme une agression, et on aurait pu condamner une menace. On aurait pu condamner une invasion donc, des États-Unis. Au Mexique, si ça avait été le cas. Mais est-ce que là, vous dites, le dernier pas a été fait, je vous cite, par la Russie? Est-ce que l'avant-dernier pas a été fait par l'Ukraine? C'est ça que vous dites? Le problème, c'est qu'on est dans un monde... L'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. On est dans un monde... On pourra en discuter sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dans cette société. On pourra en discuter. Mais encore une fois, on est dans un ordre impérialiste qui est en rivalité permanente, Alors dire, le premier qui a lancé les hostilités, c'est lui, et puis après, c'est lui, ça n'a finalement pas tellement de sens. Le problème, c'est qu'en effet, c'est une guerre, on est dans une guerre économique, que ce territoire de la Russie et précédemment de l'Union soviétique, c'était un territoire qui était finalement pas contrôlé, en fait, par les grandes puissances impérialistes, depuis la Révolution russe. C'était une sorte de territoire qui leur était interdit, et ils ont vu l'effondrement de l'Union soviétique comme l'aubaine, comme la bonne opportunité d'y aller et de soumettre en effet ce pays comme ils ont pu soumettre beaucoup d'autres pays pauvres, comme ils ont soumis l'Afrique. Donc si vous voulez, moi je suis quand même je ne suis pas... Mais ils ont soumis l'Ukraine. Je ne suis pas naïve. De toute façon, qu'est-ce qu'ils visent? Parce que vous croyez que l'aide militaire de l'OTAN, des grandes puissances, elle est gratuite? Vous pensez que tous ces moyens qui sont déployés finalement pour dire on va sauver l'Ukraine, ça ne sera pas une façon demain de vassaliser l'Ukraine et de la mettre finalement sous influence? Mais bien sûr. Mais vous savez, vous l'avez d'ailleurs dit, à la radio, mais aussi en meeting, qu'il y a aussi des peuples qui souffrent. Alors on peut débattre du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais en l'occurrence le peuple qui souffre actuellement, qui est sous les bombes, c'est le peuple ukrainien. Oui. Donc à partir de cet état de fait, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, est-ce que vous êtes opposé à la mise en place de sanctions économiques vis-à-vis de la Russie, notamment pour protéger le peuple russe, qui, on pourrait dire, n'a rien à voir avec l'affaire, mais alors on laisse par ailleurs le peuple ukrainien sous le feu des canons, quoi. Mais qui ont? Parce que vous voyez, tout le problème est là, le on. Si nous, les Européens, pour défendre une politique, pour aller aider les Ukrainiens, il faut que l'on en passe par Macron.
par le gouvernement Macron, par l'armée française, il faut qu'on en passe par les marchands d'armes français, il faut qu'on en passe par l'OTAN en fait. Le nous, vous voyez, moi autant je suis réconfortée et ça me fait chaud au cœur de voir cet élan de générosité qu'il y a dans le pays pour, y compris pour aller aider, porter des vivres, pour aider les Ukrainiens, pour y compris les recevoir et les accueillir. Et autant je sais ce soutien et cette solidarité-là complètement désintéressée, autant je sais que tout soutien déployé par le gouvernement sera payé en fait par le peuple ukrainien d'une façon ou d'une autre. Alors moi je comprends que ça soit intéressé ou pas, pardonnez-moi, je vous interromps pour vous questionner, que ça soit intéressé, si c'est intéressé, il ne faut pas aider. Je pense que moi je comprends parfaitement le peuple ukrainien qui demande d'être aidé, qui demande des armes, qui veut se protéger, et qui ne veut etc. pas d'influence russe. Je le comprends. Et qui par ailleurs dit la question n'est pas humanitaire. Vous coupez autant sur les autres chaînes en fait. Ah bah si, je vous assure. Vous allez dans le tête. Non mais qui dit aussi, ils l'ont dit chez nous, donc c'était important. Alors, on n'a pas besoin d'aide humanitaire en fait. Ce qu'on a besoin, c'est que vous nous aidiez à battre Poutine. C'est les Ukrainiens qui le disent. Alors, je les comprends. Et en même temps, ce que je sais, c'est que tous les peuples qui, à un moment ou à un autre, ont dû s'appuyer sur les puissances impérialistes, s'en sont mordus les doigts, l'ont ô combien regretté. Pensez à ce qui s'est passé au Mali. Pensez à l'intervention de François Hollande en 2013. C'était pareil. Il s'agissait d'y aller pour sauver, et c'était d'ailleurs à la demande des Maliens. Regardez aujourd'hui où en sont les Maliens. Qu'est-ce qu'ils en pensent de cette intervention-là? Est-ce qu'ils pensent qu'elle leur a apporté plus de démocratie, qu'elle les a y compris protégés, en réalité, du racket, de ces bandes terroristes, alors qu'ils se mélangent avec des bandes de bandits, de malfrats, tout simplement. Et qu'est-ce que ça a fait, cette intervention impérialiste en Afghanistan, en Irak? Donc moi, autant je comprends, parce que les guerres, elles prennent les peuples au dépourvu. Et quand, en effet, le monde du travail, les travailleurs, les classes populaires, les femmes et les hommes d'en bas ne sont pas organisés, ne sont pas en capacité d'agir par elles-mêmes et de défendre leur politique, eh bien, qu'est-ce qu'elles doivent faire? S'en remettre à leurs dirigeants. Quand bien même leurs dirigeants ne représentent pas leurs intérêts. Quand bien même, y compris, c'est les mêmes détestaient, par exemple, quelqu'un comme Zelensky, avant l'éclatement de la guerre. Alors, moi, ce que je dis, c'est que, oui, on est dans cette situation-là. En tout cas, nous, ici, en France, on a peut-être cette possibilité-là de se dire, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on défende notre politique, il faut qu'on soit pas dupe des arrière-pensées, des calculs et de la volonté, en effet, impérialiste de notre propre camp, Donc, moi, j'ai absolument cette préoccupation-là. Parce que, par ailleurs, je sais très bien que comment dire, c'est quand même une réécriture de l'histoire aussi, d'expliquer que le camp impérialiste va défendre la liberté des peuples, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Effectivement que ça n'a pas toujours été le cas. L'impérialisme, c'est aussi la misère, c'est le sous-développement, c'est la barbarie dans beaucoup de régions du monde. On va prendre des nouvelles d'une femme qui s'appelle Irina Minkowska. Irina, c'est une enseignante, elle habite à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine à l'est du pays, une ville sous les bombes russes depuis le début de l'invasion, encore cette nuit. Depuis 10 jours, Irina nous raconte son quotidien. On vous avait montré la semaine dernière une vidéo où elle demandait aux Occidentaux d'interdire le ciel ukrainien aux avions russes. We just ask you to help us in the sky. They just bomb civil districts and hospitals and maternity places and cancer. Kids are dying every day. Europe, if you think that Russia will stop itself, it will never happen. Depuis le début des bombardements, sa famille a emménagé dans un autre appartement, plus bas, dans le même immeuble, au premier étage. Plus pratique, dit-elle, pour aller aux abris, plus pratique avec les petits-enfants, surtout que les fenêtres dans cet appartement sont moins grandes, donc il y a moins de risques d'être blessé par les éclats de verre. C'est ça, désormais, le quotidien de millions d'Ukrainiens. Dans cet appartement, il y a toute sa famille, ses deux filles de 2 et 9 ans, Zoriana et Ivana. This is my daughter. She almost doesn't understand anything about war, and she thinks that we are like in interesting trip.
Dans l'appartement familial, il y a aussi ses parents, sa tante, sa sœur, son frère et leur famille. Au total, il y a 22 personnes et Irina a détaillé 3 chiens, 3 chats et un lapin. Avec ses proches, Irina passe ses journées à organiser des collectes de fonds et des collectes aussi pour les produits de première nécessité. Добрый вечер. Мы из Украины. Hello, dear friends. Today, you see, we are working here. We are working in our IT forces. Our mother and Mila are working to organize financial support and all the supplies people who need it now. As usual, we try to organize supplies of medicines, of food to Kharkiv. Also, we are now working on ammunition. It's bulletproofs and walkie-talkies and other interesting things. Also, a friend of mine, very good friend of mine from Finland, they organize a ship to Odessa, and now we are waiting for it, and we will organize supplies from Odessa to Kharkiv. All the neighbor villages to Kharkiv are being bombed every day. A lot of buildings are destroyed, and still civil citizens are being killed. Sous les bombes dans l'appartement familial, la vie continue tant bien que mal. Il y a encore Internet via le Wi-Fi. Les filles d'Irina, on les voit, s'occupent comme elles peuvent. Sa fille aînée qu'on voit à gauche tente même de faire ses devoirs comme s'il n'y avait pas la guerre. Irina, bien sûr, s'est posé la question de partir. Pour l'instant, elle reste, mais elle et ses proches se posent évidemment beaucoup de questions, persuadés que l'armée russe est capable du pire. The problem is that really it makes people panic very much, and we are now thinking about maybe evacuating, but did not decide yet. It's a difficult decision for almost all my colleagues and friends. Nobody knows what Putin will do tomorrow. Like invalids, pregnant women, kids, even animals are enemies. Irina continue de nous envoyer à peu près une vidéo par jour. On continuera à vous donner de ces nouvelles évidemment dans cette émission. Plus de 600 civils ukrainiens ont été tués depuis le début de l'invasion russe selon les Nations Unies, qui dit que c'est probablement largement sous-estimé. Toujours selon l'ONU, près de 3 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays. Un point sur la situation en Corse avec Hélène Salvi. Salut Hélène. Salut. Tu diriges le pôle politique de Mediapart. Je rappelle que les manifestations se multiplient en Corse après l'agression en prison le 2 mars d'Ivan Colonna, condamné à la perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac en 98. Ivan Colonna qui est entre la vie et la mort. Beaucoup de jeunes dans les cortèges de ces manifestations, de la violence aussi, et des revendications qui dépassent la seule question des détenus que les nationalistes appellent les prisonniers politiques. Dans ce contexte, et à quelques semaines de la présidentielle, Gérald Darmanin a lâché un mot ce matin, le mot autonomie. Nous sommes prêts à aller jusqu'à l'autonomie, a déclaré le ministre de l'Intérieur, suscitant de vives réactions, notamment à l'extrême droite. Oui, il a fait cette interview d'encore ce matin, 2 jours, le matin de son déplacement en Corse. Il est sur l'île là actuellement pendant 2 jours. Il venait un petit peu pour reprendre un cycle de discussions sans précédent, c'est ce qu'il a dit. Et effectivement, en parlant d'autonomie, qui est un mot très très fort, très lourd de sens, notamment en Corse, parce que c'est un combat des dirigeants nationalistes depuis 2015, depuis leur victoire, mais depuis beaucoup plus longtemps. Effectivement, il y a eu énormément de réactions, notamment de l'extrême droite, de la droite, y compris de la gauche, mais alors de différents points. C'est-à-dire que l'extrême droite s'est emparée du sujet sur le ton du patriotisme français, c'est-à-dire la France, République une et indivisible, formule qui n'est plus dans la Constitution depuis nombre d'années, mais qu'ils ont récupérée, en disant que c'était un scandale. Ensuite, ça s'est déplacé un petit peu. Les critiques se sont déplacées. C'est-à-dire qu'à droite, par exemple, la candidate Les Républicains, Valérie Pécresse, n'est pas absolument défavorable à l'idée de réfléchir à un statut de plus grande autonomie pour la Corse. En revanche, elle dit, qu'est-ce que c'est que ce timing ? C'est-à-dire, on est à 26 jours de la présidentielle.
Pourquoi arriver maintenant? Pourquoi ne pas avoir discuté les 5 dernières années? Et c'est ce qu'ont dit à peu près tous les autres candidats issus de la gauche, que ce soit Anne Hidalgo, Yannick Jadot. C'est simplement de dire, c'est absolument dingue que cette chose-là émerge à ce moment-là, et ça peut paraître d'une certaine façon un peu clientéliste. Alors à ce moment-là, donc le contexte présidentiel, mais donc aussi ces manifestations. Donc Gérald Darmanin, lui, est en Corse en ce moment. Toi, tu en reviens. Est-ce que tu peux nous raconter en 2 mots ce qui se passe, ce que tu as senti en y étant? En fait, c'était assez fou. Ça fait très longtemps en Corse qu'on n'avait pas connu de tels mouvements. Il y a eu effectivement le 2 mars l'agression d'Ivan Colonna dans la centrale d'Arles par un autre co-détenu qui a été mis en examen pour tentative d'assassinat par le parquet national antiterroriste. Donc on est vraiment dans une situation très grave et très catastrophique qui a fait qu'aujourd'hui la commission d'enquête de l'Assemblée nationale s'est saisie pour mener un certain nombre d'auditions. Donc il y a différentes enquêtes qui sont poursuivies en parallèle, et ce fait-là a créé une forme d'étincelle en Corse. Si tu veux, il y a eu ça fait très longtemps qu'il y a des revendications nationalistes, ça fait très longtemps que la lutte armée s'est terminée, c'était en 2014, et que les dirigeants nationalistes et que le mouvement nationaliste est passé par le système institutionnel avec beaucoup de succès, beaucoup de victoires, 3 victoires successives à la collectivité territoriale. Et en fait, depuis quelque temps, couvaient en Corse des problématiques, notamment avec le préfet qui est parti depuis, mais qui était décrit comme quelqu'un d'un peu raide et pas très ouvert à la question de la culture corse, de l'identité corse, qui est quelque chose de très important là-bas. Et donc, la tentative d'assassinat, l'agression de Ivan Colonna a vraiment fait office d'étincelle. Et ce qui est assez fou dans ce mouvement, c'est que la grande majorité des personnes qui s'en sont emparées et qui aujourd'hui comptent maintenir la pression sur le gouvernement, ce sont les jeunes. Moi, j'ai vu des jeunes dans la rue, vraiment des lycéens, des adolescents de 14-15 ans, même manifester devant la préfecture à Ajaccio, le soir à Corté, je veux dire, vraiment participer de ce mouvement. Et à Bastia, dimanche dernier, qui a vraiment été un mouvement très important, avec des violences à la fin, par des groupes, des affrontements entre les forces de police et des groupes cagoulés, munis de cocktails Molotov, etc. Mais avant cela, dans la mobilisation, le cortège de tête était maintenu par les syndicats étudiants de l'Université de Corse, à Corté. Et ils sont vraiment dans ce discours-là, et c'est ça en fait qui est le plus intéressant dans cette mobilisation, c'est qu'ils disent, nous, on est une génération qui n'a pas connu les événements des années 90, on est une génération qui n'a pas connu ni l'assassinat du préfet Erignac, ni les accords de Matignon, hein. On a surtout connu la victoire des nationalistes dans les urnes. La lutte armée, on en entend parler, mais c'est pas tellement notre histoire, c'est pas l'histoire de notre génération. Or, aujourd'hui, ils font ce constat-là, c'est de dire, nous, on a obtenu en l'espace de 10 jours beaucoup plus de choses par la rue et par la pression de la rue que nos dirigeants nationalistes n'avaient obtenu par leur victoire dans les urnes depuis 2015. Et c'est un énorme problème qui, pour le coup, est partagé par absolument tous les élus insulaires, de droite comme de gauche, comme nationalistes, qui est que, en fait, il y a eu une forme de déni démocratique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de prise en compte du fait politique que constituait la victoire des nationalistes. Et ce qui se passe là-bas et la façon dont Emmanuel Macron gère le sujet depuis 5 ans, qu'est-ce que ça nous apprend? En fait, c'est exactement ça. Emmanuel Macron est arrivé pendant la campagne de 2017 en disant « je vais mettre en place un nouveau pacte girondin », sans parler d'autonomie, mais il promettait déjà que ce seraient les Corses qui décideraient de l'avenir de la Corse. Bon, ce qu'ils ont fait à travers les urnes, puisqu'ils ont donné un mandat très clair à un programme nationaliste. Et là-dessus, il y a eu un énorme malentendu. Je pense qu'on peut le qualifier comme ça, qui est survenu en février 2018, au moment de la première visite d'Emmanuel Macron sur l'île, pour les 20 ans de l'assassinat du préfet Erignac. Il y a eu des cérémonies et, en fait, d'un côté, les dirigeants nationalistes ont voulu jouer un rapport de force
très malvenue en amont de la visite et de la cérémonie en hommage au préfet. Et de l'autre côté, Emmanuel Macron a clairement fait à ce moment-là un discours en fermant la porte à toutes les revendications nationalistes, en crispant, si tu veux, un peu les relations. Et ça a été vraiment pot de fer contre pot de fer. Et à partir de ce moment-là, la seule chose qu'il avait concédée, c'était l'inscription de la Corse, de ses spécificités géographiques. Donc, c'est-à-dire de dire la Corse est une île. Bon, il y en a beaucoup là-bas qui diraient oui, merci, on n'avait pas tellement besoin que ce soit écrit dans la Constitution. Et ça, c'était prévu dans la réforme institutionnelle d'Emmanuel Macron, qui est un de ses gros loupés du quinquennat, puisque ça a été enterré au moment de l'affaire Benalla. Et ton analyse est à lire donc sur Mediapart. Merci Hélène. Merci. Le 23 janvier dernier, M6 diffusait un épisode du magazine Zone Interdite sur les réponses de l'État face aux dangers de l'islam radical. Les équipes de Zone Interdite ont infiltré les milieux de l'islam radical. Quelles sont les réponses de l'État face à ce danger? Ce qui a fait polémique dans ce reportage, ce sont les séquences tournées à Roubaix. Dans le viseur de Zone Interdite, la rue de la Noix et ses commerçants. Caméras cachées, déambulation en voiture, accumulation d'images de femmes voilées, musique angoissante. Cette rue, du centre-ville de Roubaix, serait un haut lieu du séparatisme islamiste. On a l'impression que Roubaix, c'est Kaboul. C'est effarant, c'est pas tolérable une seconde sur le territoire français. C'est horrible, c'est horrible. Mediapart est retourné à Roubaix pour rencontrer les commerçants de la rue de la Noix. Voici notre reportage. Retour rue de la Noix. Cette rue commerçante, qui s'étend sur plus de 2 km, du centre jusqu'à la frontière sud de Roubaix, a été décrite par Zone Interdite comme une zone d'influence du prosélytisme islamiste dans la ville. Au niveau de la rue de la Noix à Roubaix, c'est l'une des plus grandes rues, puisqu'elle amène vers le centre-ville, sur 500 mètres. Vous avez 5-6 boucheries halal dans la même rue. C'est aussi, d'une certaine façon, un appel à s'exclure de la communauté nationale et à adhérer à une pratique plus rigoriste de l'islam. Quand on se balade rue de la Noix à pied, on trouve plusieurs boucheries halal, en effet, mais aussi un salon de coiffure, des magasins de vêtements, un caviste et même une brocante. Presque 2 mois après la diffusion de Zone Interdite, certains commerçants n'ont toujours pas rouvert leur boutique. C'est le cas d'Aïcha, propriétaire de 2 enseignes dans la rue. Cette entrepreneuse de 36 ans, originaire d'une ville voisine de Roubaix, a été choquée par l'image donnée de son magasin dans le reportage de M6. Aujourd'hui, Aïcha a accepté d'ouvrir sa boutique et de témoigner en exclusivité pour Mediapart. Voilà, bienvenue. C'est la première fois que vous rouvrez? C'est la première fois que je reviens en tout cas avec des personnes dans le magasin. C'était impossible pour moi, c'était beaucoup trop insupportable. Donc du coup, ça y est, je suis fermée depuis le mercredi suivant le reportage. Alors, ça reste mon petit univers à moi dans lequel je me sens bien et que du coup on m'a quand même arraché. Vous pensez rouvrir bientôt? Oui, j'espère pouvoir rouvrir bientôt. Ça va de mieux en mieux. Ça fait quand même 1 mois. 1 mois d'angoisse, de stress, d'ondes négatives. Les journalistes de Zone Interdite ont tourné dans son magasin en caméra cachée. Aïcha n'a pourtant jamais refusé l'accès de son magasin à M6, puisqu'elle n'a tout simplement jamais reçu de demande d'entretien. La séquence tournée dans son magasin est celle qui a été la plus partagée sur les réseaux et discutée sur les plateaux, la séquence de la poupée sans visage. Ici, on propose des poupées qui ont toutes le même point commun, elles n'ont pas de visage. Pourquoi elles n'ont pas lieu? Parce que normalement, islamiquement parlant, on ne reproduit pas le visage, c'est Allah qui crée en fait. Évidemment que je ne suis pas pour qu'il y ait des poupées sans visage. Je n'ai jamais vu ça. C'est une innovation intégriste. Le propre de la civilisation européenne, c'est la civilisation du visage. Je demanderais, par exemple, à ce que les renseignements généraux mettent un petit peu leur nez sur ceux qui sont derrière. Vous avez encore les poupées en question? Oui, on va aller les voir. En fait, chaque meuble dans les rayons représente un certain univers. Ici, c'est vraiment l'univers lié à la personnalisation. Là, c'est un peu plus féminin, tout ce qui est accessoires, des cosmétiques toujours féminins. Là, on arrive doucement vers tout ce qui est un peu plus religieux. Donc là, par exemple, ce sont des tapis, des livres et des Corans. Rayon alimentaire. Et là-bas, c'est mon rayon homme. Donc tout ça, c'est mon coin enfant. Les poupées, voilà, elles sont là. Elles seront toujours là. Rien d'illégal, donc je continuerai à les vendre. Ça, c'est clair et net et je ne m'en cache absolument pas. Vous en vendez beaucoup? Non. C'est de l'ordre de, franchement, une poupée tous les 1 mois et demi, je pense. Moi, je suis plus axée sur les cadeaux féminins
Les cadeaux de mariage, c'est vraiment la tendance du moment. Le rayon enfant, je le propose parce que forcément, je dois proposer des articles pouvant servir à des cadeaux de toutes sortes. Mais c'est absolument pas l'article qui est représentatif de ma boutique, quoi.